Les sanctions économiques imposées à la Russie semblent inefficaces et pourraient à terme se retourner contre l'Occident. La guerre en Ukraine rebat les cartes géopolitiques monétaires en favorisant le yuan chinois. Cette émergence pourrait se traduire par la fin de la domination du dollar américain. La surveillance des salariés a pris un tremplin majeur. Entre manque de confiance et productivité accrue, des abus ont peu à peu vu le jour. Heureusement, des solutions convaincantes semblent émerger. Nous mettrons à l'honneur le compagnonnage. Ce système ancestral de transmission du savoir semble faire de plus en plus d'adeptes au sein de notre société. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluto. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses sanctions vis-à-vis de la Russie ont été mises en place. Mais plusieurs questions se posent. Ces mesures seront-elles vraiment utiles pour affaiblir la Russie? Et ne vont-elles pas finalement pénaliser l'Europe? Poutine pourrait-il contourner les sanctions grâce à ses alliés? Voyons cela tout de suite. Alors comme vous le savez sûrement, la Russie a reçu des sanctions économiques afin de l'isoler du reste du monde. Elle a vu ses avoirs gelés et les transactions effectuées par la Banque centrale russe à l'étranger ont été interdites. De plus, de nombreuses banques se sont faites exclure aussi du système SWIFT. Il faut savoir que le SWIFT est un système interbancaire essentiel à tout pays, car il permet de connecter les grandes institutions financières du monde entre elles. Superficiellement, cette mesure ostracise la Russie et la limite dans le financement de la guerre en Ukraine. Sauf que cette mesure est à double tranchant, puisqu'elle empêche aussi les banques russes de rembourser leurs intérêts vis-à-vis des tiers. À y regarder d'un peu plus près, cette décision ne semble pas avoir de portée majeure, d'autant que les transactions liées au pétrole et au gaz sont, elles, toujours autorisées. D'ailleurs, la semaine dernière, Poutine avait déclaré qu'il n'accepterait plus le paiement du gaz russe en dollars ou en euros. Seuls le rouble et le yuan seront dorénavant acceptés. Et ceci, mesdames et messieurs, pourrait se retourner contre l'Europe et l'Occident. Pourquoi? Si des pays acheteurs jouent le jeu russe en payant avec ces monnaies, cela pourrait renforcer la monnaie russe ainsi que celle de la Chine. Deuxièmement, exclure la Russie des transactions financières internationales pourrait l'amener à chercher une alternative, comme le système SPFS que la Russie a créé en 2014 face à l'éventualité de sanctions économiques, ou encore le CIPS, développé par la Chine et qui ne permet que des transactions en yuan. Donc, si la Russie augmente ses transactions en yuan, ce système alternatif aux échanges en dollars gagnera en importance. De plus, la Russie possède une importante réserve de yuan, ce qui permettrait finalement à la Chine de gagner en puissance sur l'échiquier mondial. Cela pourrait aussi permettre de renforcer les BRICS. Alors, derrière cet acronyme se cachent les 5 plus grands pays émergents, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Créés initialement en 2009, les BRICS pourraient concurrencer à terme le G7. Il est important de noter que les BRICS représentent à eux seuls plus de 3 milliards d'habitants, soit près de 40% de la population mondiale. Mais ce n'est pas tout. Ils représentent aussi environ 25% de la production économique mondiale. Et c'est peut-être là que vient le plus grand danger de ces mesures à l'encontre de la Russie. L'Inde n'a pas ouvertement condamné les exactions russes, car la Russie est un allié historique et surtout son principal fournisseur de matériel militaire. Le Brésil, de son côté, par la voix du président Bolsonaro, a fait savoir qu'il souhaitait conserver une position neutre sur le conflit. Notons tout de même qu'il a désavoué le vice-président Hamilton Mourão, qui avait déclaré que le Brésil n'est pas d'accord avec une invasion du territoire ukrainien. Même si le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé début mars que l'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc, la Chine reste dans le feutré et se garde bien d'employer le terme de guerre et parle plutôt d'opération militaire spéciale. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont montré quand même leur unité lors de leur dernière rencontre. Ils ont fait une déclaration commune qui stipule
que l'amitié entre les deux États n'avait pas de limite, ni de domaine de coopération interdit. Mais le régime chinois n'a pas non plus intérêt à s'attirer les foudres de l'Occident, car si le PCC soutient trop la Russie, il pourrait aussi être soumis à des sanctions économiques, et le régime chinois entretient aussi de bonnes relations avec l'Ukraine. Faisant partie du projet des nouvelles routes de la soie, du PCC, l'Ukraine est aussi le plus grand exportateur de maïs vers la Chine. En 2013, Pékin a également signé un accord pour louer 5% des terres ukrainiennes au cours des 50 prochaines années afin de cultiver de la nourriture pour la Chine. En résumé, les sanctions envers la Russie pourraient être à double tranchant et affaiblir économiquement les pays de l'Union européenne. De plus, cela pourrait aussi renforcer les liens entre les BRICS et plus précisément entre la Chine et la Russie. À moins que la peur des sanctions économiques conduise Xi Jinping à retourner sa veste, préférant ainsi l'économie de la Chine à son amitié avec Poutine. Mais cela reste à vérifier. Rouble cherche yuan pour relations sérieuses. Cette demande en mariage est à prendre justement au sérieux. En effet, comme nous venons de l'évoquer dans le sujet précédent, le yuan pourrait gagner en force et peut-être même un jour remplacer le dollar. Justement, cela nous a donné envie sur Nouvel Horizon de creuser un peu plus et de voir finalement quels sont les enjeux potentiels à venir. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une coopération bancaire entre les deux pays est bien en train d'avoir lieu. Et pour cela, quelques indices commencent à se profiler à l'horizon. Une publication du Télégraphe signale que la deuxième plus grande banque russe a proposé un compte épargne en yuan chinois, avec un taux d'intérêt très attractif à 8%. D'autres grandes banques russes n'hésitent plus à utiliser le système UnionPay, qui est le système de paiement des cartes bancaires chinoises et qui s'exporte en dehors de la Chine. Et non, il ne s'agit pas d'un fantasme. Certains éléments laissent à penser qu'un nouvel ordre mondial monétaire pourrait être en train de se dessiner. Nous risquons donc de changer de paradigme pour laisser derrière nous le dollar et faire place au yuan chinois. Alors comment cela est possible? Ces dernières années, le monde a connu beaucoup de bouleversements dus notamment à la pandémie. Il est évident que le Covid-19 a rebattu les cartes et a fragilisé l'Occident. Les confinements, les problèmes d'approvisionnement, l'inflation galopante ont conduit à une dévalorisation de la monnaie occidentale. La brèche étant ouverte, cela permet donc au rouble, et surtout au yuan, de s'immiscer. La guerre russo-ukrainienne n'est pas sans conséquences. En posant des sanctions économiques à la Russie, les États-Unis et l'Europe mettent en danger la sécurité des fonds. Les choses sont en train de changer. Les pays tiers qui en temps normal utilisent le dollar pour le commerce international envisagent dorénavant d'utiliser une autre monnaie de substitution. L'Inde envisage des paiements en roupies ou en roubles. L'Arabie Saoudite se dit prête à accepter le yuan en échange de son pétrole. Réfléchissons. À qui va profiter cette crise? Bien entendu, le grand gagnant des sanctions contre la Russie sera la Chine. Le gel des réserves de change, l'interdiction pour les banques russes de commercer avec le dollar, ne font que donner plus de puissance au yuan. En effet, comme nous l'avons évoqué, les sanctions imposées à la Russie pourraient affaiblir l'Occident et donner plus de pouvoir à Pékin grâce au yuan. Le Wall Street Journal révèle que les autorités saoudiennes sont en négociation avec la Chine pour vendre du pétrole en yuan. L'Association des nations de l'Asie sont dans cette même logique et proposent des paiements aussi en yuan. Pour l'heure, la Chine encourage et soutient ces transactions. Pour elle, c'est le moment de prouver sa domination et sa puissance. Il semble bien que la Chine soit le plus grand gagnant des sanctions contre la Russie. Quant à l'Occident, qui fut pendant très longtemps l'emblème du progrès, de la puissance, du capitalisme et de la liberté, il risque de perdre tous ses attributs. Mais alors qu'en pense Joe Biden? Eh bien, dans un discours, il a évoqué la fin d'un cycle et la naissance d'un autre. Je vous invite à prêter l'oreille. Écoutez bien ce qu'il a déclaré. Et maintenant, c'est le moment où les choses changent. Il va y avoir un nouvel ordre mondial.
et nous devons le diriger. Et nous devons unir le reste du monde libre pour le faire. Il fait allusion au cycle de l'histoire décrit par William Strauss et Neil Howe dans leur livre The Fourth Turning. Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent des changements cycliques dramatiques de la société qui ont lieu tous les 100 ans de façon naturelle. Joe Biden semble donc évoquer la marche inéluctable d'une globalisation mondiale de notre système financier. Depuis quelque temps, le télétravail fait parler de lui. Son utilisation a connu un grand boom suite aux décisions gouvernementales et depuis, le télétravail est devenu un sujet de débat à part entière. Il apporte davantage de confort et une plus grande flexibilité des horaires aux employés. Et pour les employeurs, il a l'avantage de favoriser la productivité des salariés. Pourtant, certaines entreprises semblent méfiantes et veulent s'assurer que leurs salariés ne profitent pas de cette opportunité pour bâiller aux corneilles. Dans certains cas, cette intention est compréhensible. Néanmoins, il est bon de fixer des limites. En effet, comme nous allons le voir, certains employeurs n'hésitent plus à utiliser des moyens intrusifs pour surveiller leurs employés. Et pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène, j'aimerais vous poser une question. Saviez-vous que la CNIL compte faire de la traque aux outils illégaux de surveillance des salariés une de ses 3 priorités pour 2022? Et pour cause, la généralisation du télétravail a amené avec elle la généralisation d'outils de surveillance. Par exemple, vous connaissez tous le principe de la pointeuse. Mais l'entreprise Telerik, elle, va plus loin. Cette société a développé une pointeuse nouvelle génération qui permet, selon ses propres mots, de suivre en temps réel l'activité d'un agent tout au long de sa journée de travail. Mais ce n'est pas tout, cet appareil se targue aussi de pouvoir informer instantanément l'utilisateur du retard d'un employé ou même d'une tâche effectuée trop vite. Pas assez. D'autres entreprises proposent des technologies de géolocalisation. C'est par exemple le cas de Sysnav qui a développé un bracelet permettant de localiser les travailleurs isolés. Mais il ne s'agit là que des outils de surveillance dont le salarié est nécessairement au courant. Même s'ils sont contraignants et peuvent probablement être discutés, ils ont moins le mérite de ne pas être déloyaux. D'autres outils n'ont pas forcément ce mérite, et certains d'entre eux ont donc été épinglés par la CNIL. C'est notamment le cas des logiciels qui permettent d'enregistrer tout ce que tape un salarié sur son clavier, et du partage d'écran permanent. D'autres logiciels permettaient même de prendre des photos du salarié devant son écran toutes les 5-10 minutes. On comprend aisément que cette façon de faire ait été, elle aussi, bannie par la CNIL. Cela dit, il est donc certain qu'un cadre existe pour protéger les employés. Mais d'un autre côté, il est aussi certain que certaines personnes tirent profit de cette situation et n'hésitent pas à en abuser. Alors, comment un employeur peut-il s'assurer de l'assiduité de ses employés tout en respectant leur vie privée et la loi? Heureusement, il existe une multitude de possibilités pour répondre à cette problématique. Par exemple, il est possible de mettre en place une courte réunion à chaque fin de journée. Au cours de celle-ci, chaque employé pourrait faire le bilan des tâches qu'il a effectuées et parler des difficultés qu'il a rencontrées. Cette solution présente le double avantage de créer du dialogue au sein de l'entreprise et aussi de permettre à l'employeur de s'assurer que le travail est bien réalisé. Et pour s'assurer de la pérennité de ce dialogue, pourquoi ne pas instaurer des règles simples? Un employeur peut demander à ses employés qu'ils répondent aux mails dans un délai de 2 heures par exemple, quand la situation le permet, ou d'accuser réception du mail quand la question demande un temps de réflexion. Finalement, nous pouvons dire que des pratiques saines et transparentes permettent d'instaurer un climat de confiance. Et logiquement, ce meilleur environnement de travail devrait permettre d'améliorer le bien-être des salariés et donc la productivité de l'entreprise. Au contraire, l'absence de cadre nuit à un bon environnement de travail et peut amener des dérives importantes. Pour illustrer ce propos, intéressons-nous à un système développé par Sangfor Technology. Ce système, utilisé en Chine, passe au peigne fin l'activité en ligne des différents salariés et en extrait un certain nombre de données. Ces données sont récoltées, puis analysées,
et permettent notamment d'estimer le risque qu'un employé prenne la décision de démissionner. Ce système a été pointé du doigt, et pour cause. Un employé aurait affirmé avoir été renvoyé car son patron a su qu'il avait déposé des candidatures pour d'autres postes. Maintenant, revenons en France et faisons abstraction du télétravail. Dans certains domaines, les technologies étaient déjà utilisées pour surveiller les activités des travailleurs, même avant le Covid-19. Les conducteurs de camions en savent quelque chose car leurs véhicules sont équipés de nombreux systèmes qui enregistrent les conditions de conduite. Et ce, bien sûr, dans le but d'optimiser chacun des trajets et finalement d'améliorer la rentabilité. Ainsi, nous pouvons voir une autre facette des technologies de surveillance. Placées entre de mauvaises mains et en l'absence totale d'un cadre légal, ces technologies peuvent être utilisées à mauvais escient. Pourtant, dans un cadre approprié et dans un but correct, elles peuvent s'avérer utiles. En conclusion, peut-être, pouvons-nous nous demander si le problème vient réellement des nouvelles technologies ou simplement des usages que nous en faisons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes choisissent de se reconvertir professionnellement. Souvent lassés par leur travail ou tout simplement en quête de sens, de nombreux Français décident d'opérer un changement radical dans leur vie professionnelle et optent pour une nouvelle voie, plus en lien avec le réel. Une voie qui va leur permettre de concilier activité professionnelle et valeur travail. Et pour atteindre la maîtrise de leur nouveau métier, beaucoup d'entre eux vont choisir une formation qualifiante dédiée aux adultes. Mais pour les plus jeunes d'entre eux, il existe la voie royale du compagnonnage. En effet, ce système traditionnel de transmission de connaissances est souvent qualifié de voie de l'excellence. Sa réputation vient du savoir-faire exigeant porté par ces nombreux artisans et ouvriers qu'on nomme les compagnons du devoir. N'oublions pas que pendant des siècles, ils ont érigé par leur savoir secret nos plus belles cathédrales, nos demeures et nos chefs-d'œuvre artistiques. Posons-nous la question de savoir pourquoi de jeunes diplômés, par exemple, s'intéressent à l'héritage de ces anciens bâtisseurs. La réponse est, selon eux, d'avoir besoin de faire quelque chose de concret. La palette des métiers est vaste, cela touche tout l'artisanat. Rappelons que les compagnons du devoir étaient à l'origine maçons, charpentiers, tailleurs de pierre. Depuis, ils ont évolué vers de nouveaux métiers comme serruriers, carreleurs, plombiers ou encore électroniciens. Mais nous retrouvons aussi des domaines comme la carrosserie, la chaudronnerie ou encore la charcuterie. Ce sont tous des ouvriers hautement qualifiés qui excellent dans leur domaine. Les trois principes fondateurs reposent sur le métier, le voyage et la transmission. En effet, les forces du compagnonnage s'appuient sur cette idée de progresser ensemble et de partager des savoir-faire et des valeurs. D'ailleurs, comme je viens de l'évoquer, le principe du voyage permettra aux jeunes compagnons de faire un tour de France pour échanger avec d'autres professionnels et aussi apprendre dans toutes les régions qu'il a traversées. Cette filière attire pour ses valeurs et son caractère singulier. C'est justement le cas de Chloé, apprentie tapissière en Seine-Saint-Denis, qui explique dans le journal Le Monde avoir découvert cette formation sur le site de l'Association des Compagnons du Devoir. Elle explique que cette formation de tapissière lui convient bien, même si elle regrette qu'il y ait peu de filles dans sa promo. Elle avoue avoir été un peu décontenancée par le côté traditionnel avec ses rituels et la tenue correcte exigée à table, par exemple, mais que finalement, elle s'y fait très bien. Après avoir réalisé leur fameux Tour de France et maîtrisé les techniques de leur art, vient le grand moment symbolique de réaliser un chef-d'œuvre, ou plus exactement un travail de réception qui sera la mise en application de tous les savoirs acquis. Si ce dernier est validé par leurs aînés, ils pourront accéder au rang de compagnons. Nous pouvons constater que les métiers manuels ont été peu mis en valeur dans l'enseignement français ces dernières années. Souvent relégués dans l'inconscient de certains à un sous-métier, ils sont pourtant le fruit de savoir-faire ancestraux qui demandent de hautes exigences. Il semblerait que le nouvel engouement pour le compagnonnage soit le témoin d'un retour à la tradition. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.